Alors Sylvie, vous êtes neuropsychologue et depuis 2 semaines, vous nous parlez, une fois par semaine, bien sûr, pas tous les jours, de l'empathie et des bébés. Alors on se doute que l'empathie et l'altruisme, ça profite aux bénéficiaires, mais l'intérêt c'est de savoir si le donneur aussi en profite, tant qu'à faire. Exactement. Et effectivement, on pense de plus en plus que faire du bien, être altruiste, avoir un comportement prosocial, active les mêmes régions cérébrales que les régions du plaisir. Et donc, très probablement, voire du bien-être. Et très probablement, la vraie récompense de celui qui fait le bien, c'est cette sensation de plaisir qu'il va récupérer et pas du tout une récompense matérielle. Et donc, on sait même qu'à partir de 2 ans, si on offre une récompense à un enfant, on a vu les semaines passées que les enfants n'ont aucune idée de notion de récompense et ne voient pas l'intérêt d'être récompensés. Les petits enfants. Des petits. Et donc, à 2 ans, si vous offrez une récompense à un enfant, ce qui lui fera le plus plaisir à lui, c'est de l'offrir à quelqu'un. Et visiblement, il sera d'autant plus content que cette récompense est coûteuse et c'est exactement contre-intuitif. Et donc, effectivement, il semble qu'on soit programmé pour faire le bien sans être récompensé, que ce soit cette notion de bien qui soit agréable. Ce que vous disiez la semaine dernière, quand les tout-petits rendent spontanément service à leur maman qui est chargée, etc., on ne les récompense pas parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Exactement, c'est normal. Il ne faut surtout pas. Donc, quand j'arrive le matin, par exemple, et que Marina est très heureuse de me voir, donc je sais que je lui fais du bien, donc je me fais du bien à moi aussi. Alors, effectivement, on pense de plus en plus... nous en même temps. On peut généraliser. Voilà, c'est un exemple. Oui. C'est un exemple. J'allais dire de manière générale, on pense de plus en plus que faire le bien nous procure effectivement une forme de bien-être et peut même nous aider d'un point de vue physique, d'un point de vue moral et d'un point de vue intellectuel. Donc évidemment, d'un point de vue moral, c'est ce qu'il y a de plus évident. Faire le bien déclenche sans doute une cascade d'émotions positives et c'est sans doute cette recherche d'émotions positives qui motive le fait de faire le bien. Donc c'est cette sensation de bien-être qu'on va récupérer ensuite. C'est par exemple le cas, il y a des gens qui n'ont qu'une obsession dans la vie, c'est aider les autres. Voilà. Intervenir, aider en permanence pour tout, c'est une façon... Si c'était un besoin pour eux, c'est probablement lié à cette sensation de plaisir que ça va déclencher, qui peut devenir un besoin d'ailleurs, sans doute. Et puis ensuite, il y a un bénéfice qui est intellectuel, donc on ne le sait pas, mais il semblerait que faire le bien soit associé à une pensée plus constructive et puisse même être associé à une réussite dans tous les domaines. Alors, ça reste une association, une corrélation, on ne connaît pas bien le sens entre les deux, mais en tout cas, il y a une association entre être empathique et s'épanouir intellectuellement. Enfin, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y en a qui réussissent en marchant sur tout le monde. Donc, voilà, mais là, on parle des gens qui font le bien. Oui. Là, on fait voilà. Tout à fait. Les autres, voilà. Et donc ensuite, il y a aussi un bénéfice physique, et là, on le sait encore moins. C'est-à-dire que faire le bien est associé à une plus grande longévité, et il semblerait même, d'après une étude récente, que ça puisse diminuer les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc il y a une étude américaine où on a essayé de stimuler des adolescents, de les engager dans un programme d'empathie, d'aide, et on a noté que les facteurs de risque cardiovasculaires, comme la tension artérielle ou le stress ou d'autres facteurs, même les émotions négatives, même les émotions, enfin la dépression, pouvaient diminuer de manière proportionnelle au degré d'empathie que l'adolescent avait développé. Et donc, à la suite de cette étude, aux États-Unis, les gens se sont même demandé si on ne pouvait pas utiliser ces programmes d'empathie et d'aide pour réellement diminuer le risque cardiovasculaire. Donc, c'est assez important. Ça pourrait passer par un messager chimique dans notre cerveau, ça ou pas? Ça verrait de quoi? Alors, effectivement, en fait, je pense qu'il y a une cascade de réactions chimiques qui peut-être pourrait être comparable à ce qu'on observe quand on fait du sport ou quand on fait une activité comme ça qui va déclencher, sans doute libérer des endorphines ou d'autres produits qui vont faire diminuer le stress de manière générale. Alors je parlais de l'âge tout à l'heure parce que c'est vrai que si le comportement altruiste, donc vous l'avez dit, est naturel chez l'enfant et en plus qu'il procure du bien-être, pourquoi diminue-t-il parfois chez l'adulte et comment du coup on pourrait faire pour qu'il persiste? Et alors effectivement, d'un point de vue déjà de l'éducation parentale, on sait que pour qu'un enfant puisse développer et puisse garder ce comportement empathique et ce comportement d'aide, il faut que le milieu dans lequel il évolue, et en particulier sa famille, soit une famille qui en même temps soit ouverte, mais en même temps ait un certain nombre de règles. Et il faut que l'enfant puisse observer des comportements empathiques et que ces comportements soient valorisés dans sa famille.
En même temps, on sait qu'il faut que l'enfant se contrôle et qu'il soit capable en particulier de contrôler ses réactions, d'analyser la situation, d'analyser les émotions de l'autre et de pouvoir éprouver ce que l'autre éprouve. Donc on a vu la dernière fois que pour être empathique, il faut comprendre les émotions de l'autre et pouvoir s'identifier à l'autre. Donc il faut que toutes ces conditions soient requises. Et puis ce qu'on observe aussi, c'est que parfois la société va venir apporter la notion de profit, de récompense et va venir pervertir ce comportement naturel d'aide, puisqu'on a vu la dernière fois que les enfants ne comprennent même pas pourquoi ils devraient être récompensés. Et là, ils vont être confrontés à une approche qui est complètement opposée, qui est l'idée que quelqu'un qui aide de manière gratuite, c'est quelqu'un qui est naïf, c'est quelqu'un dont on abuse, et donc c'est pas un comportement à valoriser. Et donc du coup, il faut être conscient de ces deux messages qui s'opposent, l'enfant qui a envie naturellement d'aider et la société qui lui répond qu'il est peut-être un petit peu naïf, et donc pouvoir valoriser ce comportement pour que l'enfant puisse le conserver. Vous avez bien compris, pour les parents d'adolescents, quand vous dites à vos adolescents de mettre la table, surtout, il n'y a aucune récompense derrière, c'est simplement que ça va lui faire du bien de mettre la table. Ou bien il faut lui expliquer que ça va vous faire du bien à vous, parce que vous êtes épuisé. Moi, j'aime beaucoup. Puisqu'on parle d'empathie, qui est le mot que tous les médecins, enfin tous ceux qui soignent, devraient avoir sur leur bureau. Je ne sais pas s'il y a des études qui sont sorties sur la compétence, l'efficacité des traitements donnés par un médecin qui est empathique. Je parle des médecins parce qu'on l'est, mais par un personnel soignant empathique et par quelqu'un qui ne l'est pas. Est-ce que ça a des conséquences dans le suivi du traitement, dans l'efficacité même du traitement? Bien sûr. En fait, il y a la compliance, le fait en général de suivre le traitement est nettement augmenté par le degré d'empathie que le patient accorde à son médecin. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'empathie du médecin, il faut aussi qu'elle soit perçue, parce qu'il y a des fois des médecins qui sont empathiques, mais qui ont du mal à l'exprimer. Exactement, parce qu'ils sont dans une trop grande distance ou dans une trop grande pudeur. Et donc le patient n'a pas la sensation, ne ressent pas l'empathie de son médecin. Mais si on essaye de corréler effectivement l'empathie que le patient accorde à son médecin et la compliance, le fait de suivre son traitement, on a une corrélation positive. Il y a eu des études récentes, typiquement sur l'empathie des médecins. Un mot sur l'école de la philanthropie et les bénévoles dont ils ont besoin. Bien sûr. Alors, depuis quelques années, il y a des programmes qui sont apparus pour que l'école puisse soutenir ce comportement d'aide, d'altruisme, ces comportements prosociaux. Et en particulier, il y a l'école de la philanthropie qui est un programme français. Voilà, on voit le site apparaître à l'écran. Donc, l'école de la philanthropie, c'est un programme qui a été initié au départ par les fondations Rothschild et qui est associé maintenant à la Fondation de France. Et donc, le principe de l'école de la philanthropie, c'est que les enfants de 8-9 ans vont choisir un thème qui leur est cher et ils vont se mettre en relation avec une association qui milite déjà sur ce thème-là. Et donc l'idée est de pouvoir aider l'association, quelle que soit l'aide, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit en temps, qu'elle soit pour faire connaître l'association et ses actions, pour pouvoir donc défendre ce thème d'intérêt sociétal quel qu'il soit. Santé, environnement, culture, intégration, multireligieux, etc. Tous les thèmes. On va évaluer ça, l'intérêt de ça ? Justement, ce qui pourrait être très très intéressant, c'est d'évaluer l'effet de ces actions philanthropiques chez l'enfant, de l'école de la philanthropie, sur le développement physique, intellectuel, moral, puisqu'on peut aussi imaginer que l'estime de soi de ces enfants va augmenter et que même d'un point de vue cognitif, leur apprendre à faire le bien pourrait améliorer les résultats scolaires. Donc si on arrive à prouver ça, effectivement, il y a des chances de voir ces programmes se développer sur le plan national, voire international, et pouvoir aider les enfants, du coup, à s'investir dans des actions bénéfiques. Alors, j'en profite pour dire que l'école de la philanthropie cherche des bénévoles pour les aider à aller dans les classes. Qui vont se faire du bien, les bénévoles. Qui vont du coup se faire du bien en faisant le bien et en apprenant aux enfants à faire le bien. Et donc l'idée, c'est que ces générations futures, elles puissent valoriser ce comportement bienveillant et du coup, voilà, se faire du bien en faisant le bien. École de la philanthropie.org, si vous avez effectivement du temps à donner, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure d'In Vivre.